Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous allons vous présenter Calimo, CP et CE1, une méthode qui réunit pour la première fois tous les domaines du français. Pour cela, je reçois les autrices de cette méthode que je vais vous présenter. Alors pour commencer, Sandrine Lenoble. Bonjour Sandrine. Bonjour. Tu es conseillère pédagogique en Charente, tu es spécialisée sur la question de l'enseignement explicite et l'apprentissage de la lecture, si je ne me trompe pas. Oui. Karine Paccard, bonjour Karine. Bonjour. Karine, tu es chargée d'école, tu es formatrice à l'INSPE de Grenoble et tu es doctorante à l'Université de Genève en didactique du français. Tu es spécialiste de l'enseignement de la compréhension, de la production d'écrit et de la grammaire. Et enfin, Adeline, c'est ça. Enfin, Adeline Pessic. Donc, bonjour Adeline. Tu es conseillère pédagogique départementale et toi, tu es spécialiste du décodage, du geste de l'écriture, de l'oral et de l'orthographe lexicale. Mais avant voilà. Mais avant de laisser la parole à vous trois pour nous parler de Calimo, je vais présenter la collection Calimo et puis ensuite on passera à vos interventions. Alors, on va afficher le PowerPoint, ça va arriver. Pour que vous ayez en tête en fait tous les éléments de la collection, puisqu'elle existe au CP de manière complète depuis 3 ans maintenant, et elle vient de paraître pour le CE1. Voilà. C'est bon, Annick, tu vois le... Très bien, oui. Donc la présentation de la méthode Calimo CP, donc vous avez les deux manuels en haut à gauche, le manuel de lecture et le manuel de code, manuel de lecture et de compréhension. Les deux cahiers qui les accompagnent, de la même couleur. Vous avez également un cahier d'écriture. Et puis le guide pédagogique, soit dans sa version papier, soit le guide pédagogique enrichi en ligne, que je vous conseille vivement d'aller voir parce que c'est un guide pédagogique enrichi, il y a aussi des vidéos, il y a plein de choses, c'est quelque chose de très très riche. Et puis enfin, du matériel. Alors du matériel pour décoder et la boîte de matériel pour comprendre et rédiger qui contiennent vraiment tout le matériel collectif pour mener à bien les séances de code, de compréhension et de rédaction avec Calimo CP. Évidemment, nous avons toutes ces informations également sur le site RETS ou sur le site Calimo, où vous arrivez effectivement sur le guide pédagogique, mais aussi sur toute la collection. Et puis vient de sortir le Calimo CE1. Bien qu'on passe à la slide suivante. Voilà. Et donc, sont déjà disponibles les deux manuels. Alors, normalement, c'est bon, Annick. Oui, c'est bon. Je te remercie, Karine. On ne vous voit plus à l'écran, mais on voit le PowerPoint. Donc, les deux manuels qui sont... Oui, on a enlevé la webcam parce que j'ai un réseau un peu fragile. D'accord. Le manuel de lecture... attendez, je vais vous les montrer puisque je les ai derrière moi, tant qu'à faire. Je vais vous les montrer à l'écran puisque ça vient juste de sortir. Voilà. Donc, le manuel de code et d'études de la langue qui est disponible et le manuel de lecture également. Les deux cahiers d'exercices qui les accompagnent vont arriver là, ils seront livrés normalement demain. Donc incessamment sous peu, le cahier d'écriture dans quelques semaines et enfin le guide pédagogique, alors qui existera dans deux versions, version papier et version en ligne, toujours sur le site Calimo. Donc n'hésitez pas à aller soit sur notre site RET, soit sur le site Calimo pour retrouver l'ensemble de ces informations. Maintenant, je vais donner la parole à nos trois autrices pour qu'elles puissent vous parler de Calimo. N'hésitez pas pendant ce temps de présentation de poser vos questions dans le chat. Je les relayerai à nos autrices.
On va tenter, Annick, de remettre la caméra. D'accord, oui, là on voit bien. Voilà, si on voit que c'est un petit peu difficile au niveau du réseau, on la recoupera le temps du propos, hein, pas de problème. Pour que vous nous entendiez bien. Voilà. D'accord. Alors, on va vous présenter dans un premier temps les deux méthodes de français, d'enseignement du français, hein, le CP et le CE1, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont identiques, beaucoup de principes en termes de démarche, hein, qu'on a utilisés aussi bien au CP au CE1. D'abord, c'est un manuel tout en un. Donc, vous allez trouver, comme l'a dit Annick tout à l'heure, hein, le langage oral, le décodage, la production d'écrit, l'écriture et puis la compréhension. Et pour le CE1 et le lexique également. Et pour le CE1, bien évidemment, on a ajouté tout le volet étude de la langue avec le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe lexicale. On a eu une préoccupation très très forte sur l'articulation qu'on va pouvoir mettre en place entre ces différents domaines. Donc là, c'est vraiment une demande du ministère dans les programmes et puis aussi de la recherche d'articuler les différents domaines pour pouvoir donner du sens aux apprentissages principalement, et on aurait de meilleurs résultats. Et donc, on vous le montrera ensuite, hein, dans la suite de notre propos. On a vraiment essayé de faire des liens très très forts entre les différents domaines du français. Et on a essayé de s'appuyer sur les pratiques efficaces et les programmes par tous nos travaux de recherche, hein, qu'on a pu faire dans les différents domaines, et puis ce qu'on appelle la transposition didactique, hein, c'est-à-dire comment on enseigne ces différentes compétences en partant des recherches. Alors, en effet, ce sont les domaines qui sont liés entre eux dans le manuel, mais il est possible aussi de travailler les domaines de manière autonome. Donc, on peut très bien mettre en place l'EDL ou le comprendre de manière autonome. Mais l'idée, c'est dans la construction, c'est qu'en plus, on crée du lien. Voilà, donc ça se veut à la fois être un outil tout en un pour les enseignants qui auraient besoin d'être guidés dans leur enseignement, mais aussi pour des enseignants plus expérimentés. Eh bien, des enseignants qui auraient plus de liberté peuvent effectivement travailler tout indépendamment. Alors, on va commencer par vous présenter le premier manuel, puisque, comme l'a dit Annick, hein, cette méthode est constituée de deux manuels, qui est soit vert au CP, soit bleu au CE1. J'ai oublié de dire une chose importante, c'est que ce manuel va regrouper tout ce qui est compréhension, rédaction, langage oral, lexique. Et puis, alors l'EDL n'est pas dans le manuel, mais intervient aussi dans le cadre de mini-projets qui ressemblent à de petits projets d'écriture, hein, comme ce qui est préconisé en fait dans les programmes. Alors, voilà un exemple au CE1, mais au CP, ça s'organise exactement de la même manière. Donc, on va travailler en langage oral sur un casting de monstres, puis en compréhension, où on va lire des textes variés, hein, par exemple ici des textes documentaires, des textes narratifs ou de la BD sur les monstres, ce qui va nous permettre de construire une corolle lexicale. Alors là, on s'appuie sur les travaux de Micheline Sellier, pour ceux qui connaissent. Hein. On va faire une corolle sur le portrait de monstre. Et tout ceci va nous permettre de rédiger un portrait de monstre que l'on retrouve en fait dans le fichier qui est constitué comme un cahier d'écrivain. L'EDL intervient par le biais de petits critères de relecture qui est placé à la fin du fichier et qui reprennent en fait les notions qui ont été étudiées en grammaire, en particulier en conjugaison. Alors, dans la partie comprendre, au CE1, on va travailler, alors au CP et au CE1, on va travailler autour d'une mise en réseau de textes sur des thèmes. Et par exemple, au CE1, on va travailler en unité 1, l'amitié, les émotions. En unité 2, les monstres, la peur. En unité 3, l'histoire et la famille. Unité 4, le sport, l'égalité filles-garçons. Unité 5, les voyages, l'écologie. On va également travailler sur une variété de types de textes. Donc, on va à la fois travailler sur des textes d'auteurs, des albums, des romans, des extraits, mais beaucoup de textes documentaires et aussi de la poésie, de la bande dessinée, recettes. Au CE1, on va rajouter du théâtre, le journal intime, la lettre, la règle du jeu, etc. Donc, voilà au CP ce que ça peut donner en termes de type d'écrit. Hein, c'est assez varié. On va travailler aussi avec l'enseignement explicite des stratégies de compréhension en termes de démarche.
C'est vraiment une démarche qui est encouragée par les programmes et on ne sait jamais très bien comment s'y prendre. Donc, en termes de stratégie, par exemple, au CEP, eh bien voilà les différentes stratégies qu'on va travailler. Chaque stratégie est travaillée indépendamment les unes des autres et tout au long de la progression de compréhension, on va les réutiliser au fur et à mesure des lectures. Donc ça, c'est une affiche en fait qui est construite tout au long de l'année. À chaque fois qu'on travaille une nouvelle stratégie, on va mettre une partie, on va construire une partie de l'affiche par bloc. Juste pour compléter, cette affiche en fait va être complétée au CE1, donc on va reprendre les mêmes stratégies, on va en ajouter d'autres et on va aussi beaucoup travailler sur les textes documentaires, qu'on appelle aussi textes composites. Il y aura une affiche qui sera vraiment différente des textes narratifs. Est-ce que si on n'a pas fait le CP, on peut faire le CE1 directement? Alors, il n'y a aucun problème puisque toutes les stratégies qui ont été étudiées au CEP, en fait, sont reprises au CE1 et on va plus loin. Et surtout, on va travailler à partir de textes de littérature de jeunesse. Donc, au CEP, on va travailler principalement sur des œuvres complètes. Donc, quand vous avez le manuel de lecture bleu, c'est comme si vous aviez tous ces livres à l'intérieur. Donc, Aujourd'hui je suis, Mon chat le plus bête du monde, Emma à New York, Une soupe 100% sorcière, Dinette dans le tractopelle, Péronie de la Chevalière et Jour de piscine. Donc vous pouvez imaginer que c'est un seul manuel de lecture, mais avec tous ces albums de littérature jeunesse. Et au CE1, il y en a encore davantage, parce que là aussi on va travailler par extrait, puisque les textes sont plus longs. On a certains livres qui sont en œuvre complète, donc par exemple La grotte des animaux qui dansent ou Qui veut jouer au foot ou Blue, et puis d'autres, ce sont des extraits, mais vous voyez quand même la richesse des albums et des romans que l'on utilise, sans parler des autres types d'écrits qui sont en fait des textes d'auteurs. On va également pouvoir travailler le lexique, comme on l'a dit tout à l'heure, par le biais principalement de Corolle. Et au CEP, on a aussi un mémo-démo que l'on ne retrouve pas au CE1, mais qui vont permettre vraiment d'enrichir les productions des élèves. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour les formateurs, par exemple, on va travailler sur la contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. C'est vraiment des pratiques, des processus qui sont vraiment encouragés par les programmes pour mémoriser les mots de lexique. Pour ce qui concerne la production d'écrits, comme on travaille en compréhension des types d'écrits variés, on va rédiger des types d'écrits variés, toujours à partir des textes du manuel, en s'aidant des corolles et par le biais de mini-projets. Alors, en lien avec la présentation de compréhension, au niveau de l'oral, alors il faut savoir que l'oral, on travaille l'oral l'oral lui-même avec un projet de tâche finale en fin d'unité, en fin de période. Donc, sur la première période, on va formuler un message clair. Et pour pouvoir formuler ce message clair, on va apprendre, par exemple, à exprimer une émotion, exprimer un besoin ou alors formuler une demande. On sait combien c'est utile en classe. En unité 2, la progression va nous amener à réaliser un casting de monstres. Donc, on en a parlé. L'élève va présenter son monstre devant les autres élèves. Donc, il va falloir qu'il le crée, qu'il mette le vocabulaire, les intentions, le ton et la gestuelle pour présenter son monstre. Il va y avoir une séquence pour discuter autour d'une œuvre d'art. Savoir comment est-ce qu'on fait pour décrire une œuvre d'art et échanger lorsqu'on est deux. Ensuite, on va jouer une scénette de théâtre, et là, le lien avec la compréhension, puisque c'est un texte de compréhension, de rédiger également. Et puis, enfin, on va débattre. Donc, ce travail d'oral se fait sur une séance par semaine, et on va mettre en place des stratégies qui vont nous permettre d'améliorer la prise de parole, mais aussi d'améliorer l'écoute. Et vous le voyez peut-être dans les mini-projets, mais on a une progressivité des compétences qui sont mises en œuvre, puisqu'au début, on va être sur un échange à deux, puis on va aller progressivement vers le débat qui, lui, intègre beaucoup plus d'élèves et aussi demande beaucoup plus de compétences maîtrisées.
Donc maintenant, on va parler du deuxième livre, du deuxième manuel, hein, qui est le manuel rouge foncé ou rouge clair, selon si on est au CP ou au CE1, et qui là va regrouper des compétences d'ordre plus, on va dire, technique, puisqu'il s'agit du décodage et au CE1 de la fluence avec l'orthographe lexicale, la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire et la dictée. Donc au CP, ce ne sera que le décodage, et c'est déjà pas mal. Et un début de travail sur la fluence, comme va l'expliquer Sandrine tout à l'heure. Voilà. Alors, comme tu vas l'expliquer, Sandrine, tout de suite. Tout de suite. Donne la parole. Voilà, donc en CP, le décodage a été élaboré suite à des résultats de recherche, notamment de l'étude Lire-Écrire et des sciences cognitives. Donc, il y a une progression qui a été construite en s'appuyant sur des outils de type progression Springer-Charol et notre expérience aussi de terrain. La découverte des sons se fait par les graphèmes. Chaque page donc étudie un graphème. Nous étudions 2 graphèmes par semaine, car il faut aussi entretenir un certain tempo d'étude. L'ensemble des mots et des textes proposés sont déchiffrables et décodables. Et puis, petit à petit, on intègre un travail de fluence avec, au départ, donc, ce sont des mots, puis des phrases, puis des textes, avec des textes qu'on retrouve en épisode, avec des situations de mesurage, entre guillemets, pour que les élèves prennent conscience de leur progrès. Et s'intègre également dans ces parties de décodage des petites notions d'étude de la langue. Karine et Adeline ont évoqué l'étude de la langue en compréhension et en rédigé, mais on les aborde aussi lorsqu'on fait ce travail de décodage parce que ça prend tout son sens également. Donc, cette progression a été testée, mise en œuvre et pratiquée depuis maintenant plusieurs années puisque le manuel CP existe depuis 3 ou 4 années scolaires et il est adapté pour un public varié d'élèves avec des enseignants variés également avec expérience ou non. Voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur... il y a une part très importante accordée dans le guide pédagogique sur l'encodage, parce que là, on parle de décodage, mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, les recherches ont clairement montré ça, et dans la pratique également, on passe beaucoup par l'acte d'encoder et donc d'écrire, et l'introduction a été présentée l'articulation et il y a une forte articulation entre le domaine de l'écriture, le geste d'écriture, l'encodage, le décodage, la compréhension. Tout est imbriqué, même si on peut étudier les choses séparément également. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Merci. Maintenant, sur le CE1, oui. Juste pour compléter, je me permets de préciser, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a un petit côté peut-être affectif aussi qui se crée avec les élèves. Nos personnages, contrairement au manuel de lecture-compréhension, donc il y a des personnages qu'on retrouve tout au long de l'année, avec Cali, et qui, me semble-t-il, sont également présents dans le manuel CE1. Voilà. Alors justement, on retrouve Amine, Kali et Lola au CE1 avec de nouvelles aventures. Si on s'intéresse à la partie pédagogique du décodage, quelle différence on va avoir entre le CP et le CE1? Eh bien, au CP, on découvre le graphème lui-même et on va le traiter dans la page. Là, vous le voyez sur la page du on va avoir uniquement des mots avec le graphème on. Lorsqu'on est en CE1, l'idée, ça va être d'améliorer la discrimination des graphèmes entre eux. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la lettre en contexte. Le O va faire le son O s'il est tout seul. Avec un N, il va faire le son ON. Avec le I, OA, ou avec IN, OIN.
Donc, on va faire une progression. On va commencer par le son O, le graphème O, puis on va rajouter le graphème ON et on va mélanger le O et le ON. Puis ensuite, on va rajouter le OUA ouin et à ce moment-là, on va mélanger le O, le ON, le OM, le OUA et le ouin. Et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'augmenter progressivement l'efficacité de la discrimination des graphèmes par l'élève, avec un travail sur la lettre en contexte. Ensuite, on va, dès le début d'année, travailler la fluence et la lecture à voix haute. On va en parler un petit peu après. Mais juste sur le décodage, un petit zoom. Sur le CE1, on a mis une attention particulière sur la différenciation, mais on va vous proposer une différenciation, une démarche en amont. C'est-à-dire que pour les élèves qui sont avec une lecture lente, ils restent avec l'enseignant sur des supports que l'on vous mettra sur le site en ligne. Et puis, ils vont ensuite pouvoir lire avec les autres le manuel. Avec les autres, on vous propose des fiches de différenciation, mais différenciation pour des élèves à lecture rapide. Donc, vous avez à la fois des supports pour la différenciation et une mise en œuvre dans la classe qui est différente. Voilà. Alors, je souligne l'intérêt de la différenciation en amont de l'apprentissage plutôt qu'en remédiation. Donc là, il y a quand même un certain nombre de recherches en lien avec la gestion de l'hétérogénéité qui montrent qu'elle peut être très, très efficace. C'est-à-dire travailler en amont avec les élèves les plus en difficulté, puis travailler la notion avec tout le groupe classe, plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire travailler la notion avec le groupe classe et ensuite ne travailler qu'avec les élèves les plus en difficulté, mais en remédiation. Voilà. Donc, c'est un petit peu nouveau aussi comme démarche. Alors, pour poursuivre sur cette question de l'affluence, donc sur la page de gauche du manuel, vous avez donc toute la partie décodage, lecture technique, très technique. Et sur la partie de droite, eh bien, comme dans le CEP, vous avez le texte de Cali, ce qu'on appelle le texte de Cali, puisque c'est l'histoire de Cali, le petit koala. Et donc, on va suivre ses aventures tout au long du manuel. Et ce texte, qui utilise des mots qui ont été travaillés, qui ont été étudiés dans la partie décodage, eh bien, va nous servir de texte de fluence. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas les nombres de mots, mais sur le manuel, les nombres de mots apparaissent, comme sur d'autres outils pour travailler la rapidité de lecture. Donc, c'est le nombre de mots lus en 1 minute. Et là, c'est vrai que les programmes insistent sur ce travail. Mais on va le préparer, c'est-à-dire qu'on va préparer l'étude de ce texte en rapidité de lecture, mais également en lecture à voix haute. Alors là, on vous a mis un exemple du fichier, du cahier d'exercice, avec des codages. Et là, c'est vraiment ce qui est préconisé par ce qu'on appelle le guide rouge entre nous. C'est le guide sur la lecture et l'écriture au CE1 qui a été préconisé par le ministère. Et donc, on va travailler à la fois la lecture des mots rapides, en augmentant aussi l'empan visuel. On va travailler également l'intonation, la ponctuation, les groupes de souffle et aussi les liaisons. Donc, on va avoir donc ces deux volets de la fluence, la rapidité de lecture, nombre de mots lus en 1 minute, et également la lecture à voix haute d'un texte qui reprend en fait le graphème étudié en décodage. Alors, en fait, la particularité qu'on va voir, qu'on vous propose au CE1, c'est que les mots que l'on a appris à lire en décodage vont être travaillés en encodage. Alors ça, c'est vraiment la recherche préconise cela. Si on veut apprendre des mots, à écrire des mots, déjà, il faut savoir les lire. Donc, on va apprendre à encoder certains sons. Donc ici, le son « que » qui va s'écrire ou « C » ou « QU ». Et vous avez les mots de la semaine qui sont proposés, donc qui ont déjà été lus. Et puis une petite loupe avec certains mots qui ont des particularités qu'il va falloir, eux, mémoriser. La grande spécificité qu'on vous propose dans le CE1, c'est de s'appuyer sur les régularités orthographiques. Et là, dans le petit bloc violet, à savoir, en fait, on va vous donner une règle qui va vous permettre d'écrire les mots de la semaine, mais pas que les mots de la semaine, bien plus de mots que ces simples 8 mots qui sont là. Et cette régularité, elle est vraiment intéressante parce qu'elle va permettre aux élèves de savoir comment je fais par défaut pour écrire le son « que » en général et pas seulement sur ces mots-là.
Le travail de mémorisation de ces mots-là ou de tracé d'écriture va être également fait dans le cahier d'écriture où vous allez pouvoir préparer la mémorisation des mots de la semaine qui sont travaillés en orthographe lexicale. Donc, tout est en lien. Dans le cahier d'écriture, vous avez également tout un travail de gestes d'écriture, de reprise, de dynamique d'écriture du mot et de liaison dans les syllabes, mais aussi de position comme on l'avait au CP, et aussi beaucoup de travail de copie pour accélérer la copie en vous proposant des stratégies. J'ai envie de dire finalement le fichier de CP, de CE1, regardez les titres et vous allez voir que ça rejoint beaucoup les préoccupations qu'on a en classe. Tout simplement, par exemple, comment on présente une feuille simple de CE1 ou des éléments comme ça, ou comment j'écris plus rapidement pour pouvoir suivre en fait le rythme de la classe. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué avec vous une des plus-values de ces articulations, c'est la motivation des élèves, donner du sens. Mais là, pour l'enseignant, ça va être aussi gagner du temps, parce que vous ne partez pas d'outils qui sont complètement déconnectés les uns les autres, mais vraiment là, vous partez, pendant l'écriture, pendant la copie, vous vous entraînez à mémoriser les mots d'orthographe lexicale. Et on va travailler en orthographe lexicale des mots qu'on aura déjà lus en décodage. Et vous voyez que toutes ces articulations, en réalité, elles vont vraiment vous faire gagner du temps dans la préparation de classe et du temps dans votre emploi du temps devant les élèves. Et pour compléter, juste pour compléter, déjà en CE1, en CP, pardon, ça a été pensé comme ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'avoir un tout en un pour gagner du temps pour l'enseignant et gagner de la cohérence et créer du sens pour les élèves, mais à la fois, il y a une réelle indépendance possible des domaines les uns, on peut les séparer. Si un enseignant souhaite travailler une stratégie de compréhension en lecture sur un autre support, il peut se le permettre. Voilà. Donc, on ne se sent pas emprisonné, parce que parfois, dans certains outils, on peut se sentir emprisonné, et ce n'est pas le cas. Les retours des divers enseignants n'ont jamais été dans ce sens-là, bien au contraire. Oui, tout à fait, tu fais bien de le souligner. C'est à la fois une méthode, si on la prend tout en un, qui va permettre de créer une cohésion d'ensemble, mais en même temps, en effet, on peut aussi bien travailler qu'avec un des deux manuels ou un seul domaine ou 3 domaines. Il n'y a pas forcément une incidence majeure, à part pour la rédaction, il faut quand même avoir travaillé les textes de compréhension en amont, ça c'est une obligation, mais pour le reste des domaines, ça n'a pas une incidence importante. Alors, en ce qui concerne la grammaire, conjugaison et vocabulaire, quelques grands principes. Donc là, on s'est appuyé sur l'enseignement explicite, la séance d'enseignement explicite qui est proposée dans le guide rouge et qui finalement s'appuie aussi sur les travaux de recherche de la grammaire rénovée. Donc on part toujours d'un corpus, un corpus de texte, un corpus de phrases ou un corpus de mots qui provient des textes de Kali ou des textes de lecture. C'est-à-dire que là, les élèves ont déjà appris à décoder les mots, les phrases, le texte, et on ne perd pas du temps à redécoder ce texte-là. Ensuite, à partir de ce corpus, il va y avoir une formalisation par rapport à la notion que l'on souhaite étudier. On va beaucoup manipuler les phrases, les mots, les textes. On va partir sur des manipulations syntaxiques. La formalisation se fait dans le manuel à partir de leçons. Donc de leçons, on va dire linéaires, mais aussi des cartes mentales et puis aussi de la méthodologie. Parce que ce qu'on veut apprendre à l'élève, ce n'est pas simplement ce que c'est qu'une phrase bien construite ou ce que c'est qu'un sujet, mais c'est comment je reconnais qu'une phrase est bien construite et comment je retrouve le sujet dans la phrase. Les cartes mentales sont à la fois individuelles dans le manuel et elles se complètent de séance en séance, puisque vous voyez par exemple que dans l'exemple qui vous est montré, la phrase bien construite correspond à une petite partie de la carte mentale. Les cartes mentales sont aussi présentées sous forme d'affiches, donc toujours dans les outils complémentaires, qui vont être complétées de séance en séance. Et là, on a un lien avec la lecture et l'écriture qui est systématiquement rendu visible. Troisième étape, on va passer à des exercices d'automatisation, à la fois des exercices qui sont proposés dans le manuel, mais également des jeux, puisque chaque semaine, il y a un jeu qui est proposé, type jeu de loi, jeu de mémoire, etc.
Ensuite, quatrième étape, eh bien, des exercices d'entraînement qui sont proposés dans le cahier d'exercice. Et là encore, avec des mots qui ont été étudiés en décodage de façon à faciliter la tâche pour les élèves les plus en difficulté. Il n'y aura pas de difficultés liées au décodage. Et enfin, on propose une évaluation à la fin de l'unité et une séance de révision qui viendra juste avant. Voilà, pour la grammaire. Alors, je ne vais pas le redire, mais il y a un lien très fort entre la grammaire, l'étude de la langue et la rédaction, puisque l'étude de la langue est aussi un outil pour mieux écrire. Alors les dictées, on a fait un travail vraiment intense sur les dictées. Il y a un travail d'abord d'encodage qu'on trouve dans les séances de code, hein, comme on l'avait en CP quand on décodait. Il y a un moment où on encode des syllabes, où on encode par exemple des pseudomots. Et ensuite, comme on l'a vu en orthographe lexicale, on va apprendre des régularités. Donc on va apprendre à écrire les mots de la semaine, mais pas que cela. On pourra en écrire d'autres grâce à ces régularités. Et puis les mots avec la petite loupe, ceux qui ont des spécificités. Donc là, on fait une dictée de mots. Puis le travail d'orthographe grammaticale que vous a présenté Karine va permettre d'acquérir les compétences de grammaire, de conjugaison qu'on vient de voir. On a mis l'écriture parce qu'en effet, on vous a montré qu'on allait mémoriser certains mots dans le travail d'écriture. Tout cela va nous permettre d'écrire la phrase dictée. Donc, en fait, c'est vraiment cette phrase dictée qui va synthétiser les compétences qui auront été développées dans tous ces domaines-là. Donc là, au niveau de la phrase dictée, on va vraiment s'appuyer sur un raisonnement à la fois de stratégie d'écriture des mots, mais aussi un raisonnement d'analyse grammaticale qui va être progressif et en lien avec la programmation, en particulier en grammaire. J'ai oublié de dire tout à l'heure que la programmation en grammaire, elle s'appuyait à la fois sur les régularités et puis la fréquence des notions que l'on va aborder. Voilà. Donc, donc un petit peu tout ce que la dictée reprend un peu tout ça, avec toujours l'objectif de mieux écrire. Voilà. Nous, on a terminé notre présentation. On va peut-être ouvrir le truc là. Moi, je voulais juste compléter concernant le guide pédagogique. Donc, étant toutes les trois formatrices, on avait un réel souci d'accompagnement des enseignants à tout niveau, c'est-à-dire qu'ils soient débutants ou même dans le métier, débutants dans le niveau CP ou CE1. Et donc, le guide pédagogique apporte vraiment beaucoup en termes de pas à pas, mais également des éclairages didactiques, des éclairages pédagogiques, des éclairages de la recherche, des vidéos de mise en œuvre que l'on retrouve aussi sur le site Compagnon. Voilà. Merci Sandrine d'insister sur ce point parce que nous, on a finalement l'habitude, donc on oublie d'en reparler. Mais c'est vraiment important que tu le rappelles parce que le site est vraiment beaucoup plus riche que le guide papier, pour le coup, par rapport à tous ces apports complémentaires. Moi, j'aimerais juste rajouter aussi que c'est un outil qui se veut formateur. Parce que l'idée, c'est qu'on maîtrise mieux une démarche pédagogique en utilisant cet outil. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Alors, je vais passer du coup aux questions. Oui, merci. Oui. Merci, mesdames. Donc, n'hésitez pas à en poser. J'en ai quelques-unes déjà. La première, c'est comment utiliser Calimo en double niveau CP-CE1 ? Alors, moi, je vais parler pour le bleu et puis vous parlerez pour le rouge. Alors, pour le livre bleu, c'est-à-dire toute la partie compréhension, rédaction, etc., le livre du CP peut tout à fait être, le manuel CP peut tout à fait être utilisé en CP-CE1. On propose d'ailleurs des adaptations dans le guide pédagogique numérique qui vous permettent de vraiment le mettre en œuvre. Donc, c'est vrai que les textes avec des adaptations pédagogiques peuvent être utilisés au CE1, la partie rédaction également, tout le travail sur le lexique sans aucune difficulté. Donc là, vraiment, il y a vraiment une possibilité. Et même, j'ai envie de dire que j'ai vu dernièrement dans une classe de grande section qui avait adapté le CP.
et ça a donné des choses tout à fait intéressantes. Donc voilà, je pense qu'avec des adaptations pédagogiques, on peut tout à fait réussir, on peut tout à fait utiliser le manuel bleu. Pour ce qui est du livre du CE1, je pense qu'il sera quand même plus difficile pour des CP, et personnellement, je crois plutôt que ce serait plus pour une utilisation CE1, CE2. Là, je pense qu'il n'y aurait aucune difficulté. Voilà. En fait, il y a une distinction entre il y a certains domaines que vous allez pouvoir faire un peu avec la classe entière et que vous allez adapter dans la classe. Donc ça, c'est ce dont vient de parler Karine. Et puis, il y a des domaines qui, eux, vont être parfaitement distincts. Le décodage, là, on est vraiment sur quelque chose qui est complètement distinct. Vous allez avoir les élèves de CP, vous allez travailler avec eux, puis après, sur les CE1. Le travail du geste d'écriture, en CP, on vous a proposé des aménagements pour le CE1. Donc, soit vous partez sur cette piste-là, soit vous utilisez les deux supports. Et lorsqu'il y en a qui écrivent en CE1, bah, vous êtes avec en décodage en CP et vous switchez comme ça entre les deux niveaux. Quant à l'oral, ça, c'est un domaine où vous allez vraiment faire classe entière, puisque ce sont des compétences. Comme le principe de compréhension, on a repris les stratégies. Donc, on peut très bien faire la progression de CE1 avec des élèves de CP, et puis on va un peu adapter dans la séance. Ça passe très bien. Et l'inverse marche aussi, puisqu'on vous propose aussi des adaptations du CE1 dans les séances de CP. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sandrine, ou est-ce que ça... Alors, pour la partie décodage, c'est évident que pour avoir fait classe pendant nombreuses années en double niveau CP, CE1, même avant d'avoir participé à l'écriture de Calimo CP, c'est très très difficile d'avoir le même support pour les deux, c'est évident. On peut toujours, malgré tout, faire des liens quand on est dans une étude de graphème, mais les notions du programme et les compétences ne sont pas complètement identiques, certaines oui, donc voilà, c'est pas concevable d'avoir exactement le même support et la même démarche pour le décodage, et Karine et Adeline l'ont très bien présenté. Toujours un peu dans la même question, c'est peut-être un peu compliqué d'ailleurs, mais on nous demande si vous avez des exemples d'emploi du temps, notamment pour les cours multiples. Alors, on ne l'a pas présenté dans le manuel, je ne crois pas, Non, mais c'est quelque chose qu'on pourrait on envisager. Peut le développer. Alors, c'est vrai que l'emploi du temps type, il y en a un, en réalité, dans les documents d'accompagnement du ministère. Pour ceux que ça intéresse, hein, c'est dans le document d'accompagnement d'études de la langue. Il y en a deux, un pour le cycle 2, un pour le cycle 3 d'ailleurs. Mais si on regarde plutôt celui du cycle 2, vous avez déjà quelque chose d'assez qui se dégage assez bien, voilà, sur le temps de travail dans les différents domaines du français, puisque c'est très détaillé. Après, on n'a pas croisé les deux emplois du temps, mais je pense, selon moi, dans une classe de CP-CE1, il faudrait travailler, d'ailleurs le ministère le dit, il faut que les emplois du temps soient évolutifs tout au long de l'année. Donc peut-être travailler davantage avec les CP, le décodage bien évidemment en début d'année, puisque Sandrine l'a dit, il faut un tempo rapide. Donc dès le début d'année, il faut travailler beaucoup le décodage, un peu moins la compréhension. Mais par contre, au CE1, vraiment travailler dès le début de l'année beaucoup la compréhension et un petit peu moins le décodage. Donc, il y a un petit peu cet équilibre à trouver entre décodage et compréhension. Et ensuite, au niveau de la production d'écrit, quelque chose d'un petit peu plus allégé pour les CP et un petit peu plus de temps à passer en production d'écrit avec les CE1. Vous avez les emplois du temps sur le site. Par contre, on vous propose les emplois du temps des deux niveaux. Sur le site pédagogique. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas croisé, on n'a pas fait d'emploi du temps CP-CE1 ou CE1-CE2 aussi, parce qu'avec le CE1, on peut tout à fait envisager une adaptation pour les CE2. La grammaire pourrait tout à fait s'adapter avec des exercices, par exemple, d'entraînement différents. Ça, c'est sans aucun doute. Après, on a effectivement fait des propositions que vous retrouverez sur le site ou même dans le guide papier. Mais bien évidemment, il y a toujours des variables d'ajustement en fonction du groupe classe qu'on va avoir, de la proportion de CE1 avec les CP par exemple, ou l'inverse. On vous propose, donc on a timé à chaque fois les séances et les différents moments des séances, les différentes étapes, mais ça reste à titre indicatif. Après, l'idée, ce sont des indications.
Et c'est à vous aussi d'avoir une expertise au regard de vos élèves et de votre mise en œuvre pour accorder de l'importance à certaines étapes en fonction, par exemple, du thème ou du son étudié ou de la notion et en fonction de là où en sont vos élèves. Hein. Ça reste donc des indications qui effectivement varient, mais il y a des... On vous donne des pistes, on vous donne un guide. Alors, j'ai une question de Julie qui se demande comment s'articulent les séances sur la semaine. Peut-être comment s'articulent les séances sur la semaine. Alors moi, en fait, oui. Je peux parler du CP que j'ai mis en œuvre jusqu'à l'année dernière. Donc, il y avait tous les jours du décodage, sachant qu'on étudie un son sur 2 jours, et puis une ou 2 fois dans la période, il y a une période de révision avec des ateliers et des jeux. Une fois par semaine, on faisait une activité, une séance de langage. Tous les jours, il y avait de l'écriture, donc quotidiennement, décodage, écriture, une fois par semaine du langage. Et la compréhension, alors il y a différentes façons de la mettre en œuvre. Moi, en fonction du groupe là, j'ai expérimenté de différentes manières. Il y a des années où j'en ai fait 2 fois par semaine, plus une séance de rédigé, et des années où j'en faisais tous les jours. Donc, je découpais la compréhension, parce qu'il y a l'entrée par le lexique, et donc tous les jours, lexique, un peu de compréhension et du rédigé. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Et au CE1, ça varie un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on part au CEP, la première période, on est à une séance de compréhension, et puis ensuite on passe à 2 séances de compréhension et une séance vraiment de production d'écrit, parce qu'on a beaucoup plus d'encodage en fait au CEP. Hein. Mais quand on arrive au CE1, on est sur 2 séances de compréhension et 2 séances de production d'écrit, avec une séance de lexique et des séances de grammaire sur 4 jours. Donc, c'est tout à fait ce qui est préconisé. En fait, une grosse séance, on va dire, de découverte, environ 45 minutes le premier jour. Et puis, les 3 autres jours, on est sur des séances d'à peu près 30 minutes. Donc, assez courtes, mais très rythmées et très ritualisées, en fait. Voilà. Au niveau du code, on est donc CE1, on est à 2 séances par semaine. Puis, au niveau du geste d'écriture, on commence avec une tous les jours pour bien restabiliser le geste et on passe dès l'unité 2 à 2 par semaine. Ensuite, en orthographe lexicale, c'est le même principe que la grammaire. En fait, c'est une séance par jour parce qu'on va développer la maîtrise de l'écriture de ce graphème-là. Alors attention, quand on parle séance, ce n'est pas forcément des séances de 45 minutes. Ça peut être des séances beaucoup plus courtes, hein, de 20 minutes par exemple. Mais plus régulière. Hein. On préfère avoir des séances plus courtes que de grosses séances, plus grosses et en avoir moins. Voilà. Il y a aussi la question. Il y a aussi un point fort qui permet c'est la ritualisation, d'accord? Donc les séances sont structurées un peu toujours de la même manière, notamment en décodage, mais également en écriture, hein, même si et du coup, il y a une espèce les élèves, en début d'année, vous le savez bien, on met en œuvre des choses, on prend le temps, et petit à petit, plein de choses s'installent, et donc, comme l'approche est identique, voilà, on gagne du temps et ça s'installe, ça se ritualise. Également dans les exercices, alors ça peut être des fois, certains enseignants nous font un retour, notamment sur le décodage, en disant c'est un peu toujours la même chose. Alors oui et non, parce qu'en fait c'est une présentation qui se ressemble, mais le contenu évidemment diffère. Et il y a toujours une progressivité en termes de difficulté et d'apprentissage qui est très, très explicite. Et donc, on a un sentiment peut-être de facilité pour nos élèves, mais parce qu'il y a une progression qui est adaptée à leurs apprentissages. Puis on a évité les consignes un peu alambiquées, c'est-à-dire voilà, qui
vont perdre un peu l'élève. Donc, on est tout le temps sur des consignes où on va droit au but parce qu'on a une compétence à acquérir et c'est celle-ci qui nous intéresse et qui nous importe. Et donc, c'est vrai que ça permet d'avoir des consignes qui sont, comme l'a dit Sandrine, souvent les mêmes, mais en même temps, l'élève devient autonome parce qu'on n'a plus besoin de lui réexpliquer la consigne et de perdre du temps à cause de la consigne. Donc, en fait, ça aussi, je pense que c'est vraiment intéressant en classe parce que, à un moment donné, les enfants, par exemple, sur le fichier de grammaire, en l'occurrence, ils seront complètement autonomes une fois qu'ils auront vu un certain nombre de choses dans le fichier en début d'année. Donc, oui, en début d'année, c'est un petit peu plus long parce que faut prendre ce temps-là d'explication de consignes, mais très rapidement, les élèves vont être autonomes. Et ce sera un gain de temps. Et puis, beaucoup d'études dernièrement, mais pas uniquement dans le champ du français, également des mathématiques, montrent que il faut que nos élèves fassent, et en quantité aussi, pour qu'ils acquièrent des compétences solides. Ce n'est pas uniquement la découvrir, l'expliquer et la comprendre. Il faut faire et pratiquer. Donc, il faut gagner du temps sur la compréhension des situations et les consignes et les tâches à exécuter. Laurence nous pose également une question sur est-ce qu'il y a une progression prévue pour les dictées? Oui. Oh oui. Alors, en CP, les dictées, c'est des espèces de petits rituels en début de chaque séance de décodage, où effectivement la progression elle est très liée à la progression d'études des graphèmes. Voilà. Et en CE1, je laisse la main à mes collègues. Alors, on rit, on sourit et on rit parce que c'est un peu notre champ de bataille en ce moment. Voilà pourquoi ça nous fait sourire. Donc oui, il y a une progression qui suit en fait les progressions à la fois de grammaire, d'orthographe lexicale. Et donc, c'est ce qui est un petit peu difficile en tant qu'autrice, c'est-à-dire qu'il faut réussir dans une phrase ou deux dictée à remettre les notions et les mots qui ont été appris. Donc, la progression, elle est vraiment en lien avec la progression d'orthographe lexicale et la progression de grammaire. Et donc, l'élève va utiliser les méthodes qui auront été apprises en grammaire, va utiliser les règles qui ont été apprises en orthographe lexicale et les mots qui, pour le coup, ont été mémorisés, et va les réutiliser, les réinvestir dans la phrase dictée, alors pas du jour, mais de la semaine. Voilà. Alors, beaucoup de questions aussi sur la différenciation. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Alors, comme je regarde aussi les questions, je pense que ça concernait plutôt le CE1 que le CP. Donc, on a des questions sur la différenciation au CP, la différenciation au CE1. Je crois que vous avez précisé qu'on trouvait cette différenciation dans les guides du maître, c'est ça? Peut-être redire quelques mots sur ce thème qui revient de manière un peu récurrente dans plusieurs questions. Alors, on a fait un choix, mais déjà dans le CP, c'est-à-dire qu'on va différencier, mais on va surtout beaucoup adapter. Et ça soulage quand même grandement le travail de l'enseignant parce qu'on ne peut pas toujours proposer des choses différentes aux élèves selon leurs compétences. Et alors, il y a un guide qui existe, qui est sorti là, qui a été soutenu par en particulier le Centre Alain Savary sur comment gérer l'hétérogénéité. Et gérer l'hétérogénéité, c'est déjà par sa pratique de classe. Et donc déjà, dans la structuration de nos séances, eh bien, on participe justement à cette gestion de l'hétérogénéité parce qu'au début, on va donner le but de la séance, à la fin, on va en faire un bilan. Et puis, on va faire des propositions aussi pour allonger la tâche ou réduire la tâche. Donner plus à certains et un peu moins à d'autres pour que tout le monde puisse faire l'activité sans forcément la différencier. Ça, c'est vraiment une première chose pour réduire les écarts. La conférence de consensus sur la différenciation a été très claire sur ce point. Mais ensuite, on va proposer quand même des outils de différenciation. Alors, des choses différentes, mais aussi, par exemple, dans les deux manuels, une chose qui nous paraît être importante, c'est le QR code que les élèves vont pouvoir flasher, même chez eux, pour avoir une aide à la lecture. Ça, c'est vraiment important, en particulier dans les familles allophones, quand la famille ne peut pas aider l'élève à lire le texte. Eh bien, si on demande à relire le texte à la maison, eh bien, il y a ce QR code. Les textes ont été lus par des acteurs. Donc, la lecture est vraiment faite avec intonation. Voilà. Donc ça c'est déjà un moyen de différencier.
En production d'écrit, on va plutôt différencier par la quantité ou des groupes, des ateliers qui vont être mis en place pendant que la classe travaille. L'enseignant va prendre en charge en particulier un groupe de besoins. Les grilles de relecture aussi qui vont pouvoir permettre de différencier la tâche pour que les élèves les plus compétents puissent commencer à se corriger seuls ou en binôme. Voilà, donc on va donner j'ai envie de dire des astuces pédagogiques pour adapter sans forcément toujours différencier. Mais il y a aussi de la différenciation. Alors, dans la séance, donc si je reviens sur le décodage, la structuration de la séance, on vous l'a expliqué, hein, en amont, en début de séance, on va faire 2 groupes, des élèves qui ont une lecture lente et des élèves avec une lecture plus rapide. Et donc, on va garder avec nous les élèves qui ont une lecture lente. Et là, on vous propose tout un travail de reprise du graphème, d'encodage et ainsi de suite, de fusion, qui vont nous permettre d'asseoir en fait cette connaissance-là et cette compétence-là. Et on retrouve les tableaux d'imprégnation qui avaient été mis en place par Sandrine au CP. Donc, c'est-à-dire qu'on prépare la lecture du manuel. Et en fait, on prépare particulièrement la lecture du niveau 1. Alors, je ne sais pas si on va voir les petites flèches. Vous voyez des flèches rose clair et des flèches rose foncé. Eh bien, en fait, le niveau 1, c'est la flèche rose clair. Le niveau 2, c'est la flèche foncée. Donc, en fait, nos élèves qui sont plus lents vont travailler sur le niveau 1. Et les élèves du niveau 2, en fait, en début de séance, ils vont être sur une fiche de différenciation qui, elle, va être un prolongement de la séance de graphème qui a été vue précédemment. Donc là, ils sont vraiment parfaitement en autonomie. Et après, on rassemble tout le monde sur la lecture du manuel et on pourra, à ce moment-là, dans la séance, dire ces élèves-là, lecture lente, on va plutôt les orienter sur le premier niveau et les autres sur les 2 niveaux. Donc, vous voyez, ça, c'est pour l'aspect décodage. Après, l'orthographe lexicale, on a vraiment fait un travail, grammaire, orthographe lexicale. Si vous allez voir la composition des séances, elle est vraiment faite pour que tous les élèves puissent réussir. Parce que quand on apprend 10 mots par cœur par semaine, d'une semaine sur l'autre, il y a des élèves qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à les apprendre, et puis ou alors qui vont les apprendre et qui vont les oublier. Là, l'idée, c'est vraiment de créer de la stabilité. Donc, en fait, on va apprendre une régularité ou une règle. Et ça va nous permettre d'écrire non pas les 7 mots de la semaine, mais 4000 mots sur les 4200 mots qui sont concernés par ce graphème-là. Et c'est vraiment une différence pédagogique d'importance. Après, en grammaire, il y a quand même aussi une chose, j'ai oublié d'en parler, c'est qu'on va beaucoup travailler sur des manipulations, on va dire, qui fonctionnent bien. Par exemple, pour trouver le verbe, on va transformer la phrase négative. Et là, dans les fichiers d'exercice, on va toujours mettre une aide pour l'élève, pour qu'il se rappelle et qu'il fasse du lien avec le référent collectif, en fait, et le référent de la carte mentale, en l'occurrence, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en réalité, il y a des aides qui sont apportées, mais on ne peut pas, en tout cas dans la partie grammaire, compréhension, rédaction, on n'est pas sur de la différenciation pure. Moi, j'appellerais ça plutôt de l'adaptation de contenu pour que vraiment tous les élèves puissent faire le même travail. C'est vraiment notre objectif. Et on a beaucoup de manipulation aussi, comme l'a dit Karine, à travers le jeu, à travers des étiquettes, des choses comme ça qui vont peut-être plus parler à des élèves à besoin. En fait, notre choix, il était de ne pas proposer un semblant d'outil qu'on pourrait qualifier de différenciation, parce qu'un outil, si on le propose sans connaître les élèves, on va de toute manière en laisser de côté, même si on étiquette ça de différenciation. Or, les aides ou les adaptations qu'on vous propose, elles sont multiples et donc elles peuvent être vraiment présentées et répondre à des besoins spécifiques que vous rencontrerez avec vos élèves. Alors, c'est assez généraliste ce que je dis, mais ça a été vraiment utilisé, éprouvé, donc on en est convaincu et assuré, quoi. Les outils, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais tout ça, c'est gratuit sur le site en ligne. C'est-à-dire que là, on a parlé des tableaux d'imprégnation pour les élèves qui ont une lecture plus lente. Vous trouvez tout gratuitement en ligne sur le site. Oui, et d'ailleurs, tous ces outils d'adaptation, en effet, vous ne les trouverez pas sur le guide papier, en fait. Il y a très peu de pistes. C'est surtout sur le site, vraiment en ligne.
Et ça me fait penser qu'on avait écrit un article sur la question de la différenciation, qui peut être aussi tout à fait intéressant, hein, c'est-à-dire que ça présente justement nos convictions pédagogiques par rapport à cette question. On pose la question, est-ce que vous pensez que cette méthode en CE1 soit utilisable en atelier? Comment utiliser Calimo en atelier? En atelier. Oui. En atelier, oui. En classe flexible, en atelier Ouais. groupe. Alors, ça va dépendre. J'ai envie de dire que c'est dur de généraliser pour toutes les activités. Hein. Il y a beaucoup d'activités justement qui sont organisées en atelier, c'est-à-dire qu'à plusieurs moments, on vous l'a dit, hein, pendant qu'un groupe va faire le travail de différenciation, l'autre groupe va travailler sur. Pendant que le groupe travaille en autonomie en production d'écrit, l'enseignant va prendre un autre groupe, un groupe de besoins. Voilà, on a ce format-là en fait de travail de groupe, de travail d'atelier, de travail par binôme, de variation des dispositifs. Après, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question sur la question des ateliers parce que je sais qu'il y a des classes qui ne fonctionnent toujours qu'en atelier. Sur les classes flexibles. Alors, moi, j'ai travaillé sur l'accompagnement des classes flexibles sur le CP et on a parfaitement réussi à adapter le CP sur un format flexible. D'ailleurs, Sandrine peut en parler. Oui. Et puis, sur le CE1, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec tous ces supports que vous avez, la construction des séances et puis les outils complémentaires qu'on vous donne, vous allez pouvoir facilement avoir différents types, parce que atelier, c'est très global, mais évidemment, si je vous parle d'oral, là, l'idée, c'est d'avoir le groupe classe parce que ça fait du bruit, il y a de l'interaction, donc ça, c'est moins d'une heure, hein, ça fait 30 minutes par semaine et c'est tout le groupe. Par contre, sur les autres domaines, on va pouvoir faire un travail avec des ateliers différents. Ok. Karine qui nous demande quelle est la part de la conjugaison en CE1. Alors, la conjugaison, c'est une vraie question, hein, parce que entre ce qu'on trouve dans les manuels actuellement et ce qui est préconisé par la recherche, en fait, c'est le grand écart. Et nous, on a choisi de faire, de suivre les préconisations de la recherche parce que ça rend la conjugaison beaucoup plus simple pour l'élève, puisqu'on va travailler sur les régularités. Donc, la conjugaison, j'ai envie de dire, prend une part relativement importante. Je ne saurais pas vous donner un pourcentage, hein, j'ai envie de dire, allez, peut-être un tiers, on va dire, du manuel, mais on va faire une entrée par pronom personnel. Et on va travailler, en fait, chaque pronom, on va travailler tous les temps. Parce que, par exemple, on s'est rendu compte que si vous faites ce travail d'analyse, hein, vous regardez toutes les terminaisons de tous les verbes à tous les temps, eh bien, ils se terminent tous par NT. Et en réalité, c'est une vraie régularité. Avec la troisième personne du pluriel, bien sûr. Et donc, c'est une vraie régularité là. On n'a pas besoin de mémoriser toutes les conjugaisons de tous les groupes de verbes à tous les temps. On sait que ça se termine par NT. Donc là, c'est une préconisation très forte de la recherche de travailler plutôt sur les régularités et les fréquences, plutôt que de travailler bien sur tous les temps et tous les groupes. Donc voilà quelle entrée on a. Alors, on va travailler les personnes non pas dans l'ordre de la conjugaison, mais encore là, dans l'ordre de leur fréquence et de leur régularité. Voilà, en termes de progression de conjugaison. Et on fait une sensibilisation quand on est en décodage, justement, sur le ONS du nous qui arrive. Et puis ensuite, on va basculer sur un travail, une formalisation en conjugaison. On va beaucoup travailler aussi sur des manipulations, c'est-à-dire qu'on va transformer des phrases, faire des transformations de phrases. On transforme du présent à l'imparfait, de l'imparfait au futur, etc., pour travailler vraiment tous les temps en même temps. Et on va aussi s'entraîner à conjuguer les verbes, parce que, mais à la même personne. Donc, tous les verbes qu'on a dans les programmes, systématiquement, on apprend à les conjuguer, mais à la personne que l'on est en train de travailler. Et à la fin de l'année, en fait, on va regrouper tout ce qu'on a appris dans l'année pour en retirer en fait les conjugaisons complètes de tous les verbes et bien montrer qu'on est vraiment sur des conjugaisons régulières. Et donc, au lieu de dire aux élèves, attention, la conjugaison, c'est quelque chose de difficile parce qu'il va falloir mémoriser je ne sais pas combien de verbes et combien de terminaisons, eh bien là, on dit, vous allez voir, c'est très facile. En fait, avec il, avec un S, c'est toujours NT. Voilà. Et ensuite, on va aller voir les cas particuliers. Mais ça, ce seront les exceptions et on les verra une fois que la régularité a été bien maîtrisée et acquise. Voilà.
C'était déjà en CP, quand on parlait tout à l'heure d'entrer dans l'étude de la langue par le décodage, c'était déjà le choix qui était un peu opéré. Il n'y a pas de leçon d'étude de la langue, mais à travers ce que l'on décode ou on pointe les régularités, les spécificités, on les confronte à des situations toujours un peu identiques pour qu'ils en retiennent le contenu et que ce soit après plus organisé en C20, en études plus approfondies. Et là, ce que tu dis, et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'en plus, il va y avoir un lien quand même assez fort entre l'étude de la langue et la lecture. Parfois, on l'oublie, hein, mais par exemple, pour lire la terminaison ENT d'un verbe et savoir qu'en fait, c'est une terminaison muette, on ne lit pas en, on lit pas, il n'y a rien à la fin, hein, et bien là, il faut vraiment faire un lien en fait avec la conjugaison. Et on va essayer de pointer justement ces liens et de donner du sens à ce qu'on apprend en grammaire pour pas qu'au bout de X années d'enseignement, les élèves disent « mais en fait, la grammaire, ça sert à rien ». Non, la grammaire, elle sert à lire et à écrire. Et ça, les programmes insistent vraiment, hein. On ne le voit pas bien, mais pourtant, quand on lit de façon approfondie les programmes, ils insistent vraiment sur ces liens-là. Une question d'organisation de la part de Corinne qui travaille à 3/4 temps et elle demande si elle peut mettre en œuvre l'EDL en CE1 sur 3 jours seulement. Ah. Alors, moi, je travaille dans ma classe de cette manière-là, c'est-à-dire que je travaille sur 4 jours et comme je suis en temps partagé à l'INSPE, en fait, je travaille que 2 jours et donc c'est moi qui commence en fait la notion systématiquement. Le lundi, je travaille sur la découverte de la notion avec un travail de corpus. Le mardi, j'automatise la notion avec des jeux et des exercices oraux d'application pour vraiment travailler, alors ce qu'on dit, on dit en pratique guidée avec un feedback immédiat. Alors j'utilise un peu des terminologies, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que quand on est en pratique guidée, on va pouvoir donner tout de suite la réponse à l'élève, pareil pour les jeux. Et puis, le 3e jour, eh bien, avec ma collègue, en fait, les élèves vont, alors moi j'ai des élèves un petit peu plus grands, mais ils vont faire des exercices d'entraînement, beaucoup le jeudi et le vendredi. Donc le jeudi sur une fiche et le vendredi sur un manuel. Là, avec des plus petits, on a fait le choix de ne travailler que sur un fichier hein, pour ne pas trop perdre de temps dans l'écriture du manuel, bien que ce soit aussi une modalité d'adaptation, c'est-à-dire que de demander à des élèves de copier l'exercice, c'est une façon de gérer l'hétérogénéité. Mais voilà, et en fait, comme tout est très bien cadré, j'ai envie de dire, on peut travailler la même notion sans avoir à se concerter. C'est-à-dire que nous, là, on a juste une programmation, hein, on suit notre programmation et on ne se concerte plus. On sait exactement ce qu'on a à faire chacune parce que tout est organisé dès le début de l'année, dès le début de la semaine. Voilà. Donc, quand on est à 3/4, je pense que la personne qui est à 3/4 va prendre en charge la découverte de la notion sur corpus, puis la mémorisation, l'automatisation, la mémorisation et l'automatisation, puisque là, dans le CE1, c'est décomposé, et laisser à charge le travail sur fichier, par exemple, qui est très facile en fait à mener sans avoir forcément pris en charge le début de la séquence. Voilà. Mais ça s'organise. Et après, il y a un autre moyen, c'est une autre possibilité, hein, quand on est comme ça en temps partagé, c'est qu'on se répartisse les notions. Par exemple, une enseignante va faire telle notion de grammaire, de conjugaison, on regarde la programmation, et chacune travaille en fait dans son coin, j'ai envie de dire, les différentes notions. Je trouve que ça apporte beaucoup moins de sens aux élèves, et puis de travailler ponctuellement, comme ça, une fois par semaine, aussi pour l'élève, c'est plus difficile hein, de se rappeler qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, etc. Voilà. Mais ça vraiment là, on ne se concerte quasiment pas sur ces questions-là, et ça roule bien. Voilà, parce que c'est très structuré en fait, hein, c'est toujours la même chose hein, en termes d'organisation et de démarche. Alors Céline, elle qui a une question un peu spécifique, elle demande si vous pensez que cette méthode puisse s'adapter à un travail en IME avec des jeunes plus âgés, 10-14 ans. Est-ce que c'est pas trop enfantin pour ce public-là? C'est un peu juste quand même. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai envie d'être complètement honnête, hein, c'est-à-dire que je trouve que les textes sont vraiment, on a vraiment choisi les mises en réseau et les univers en fonction de l'âge des enfants. Et donc, si les enfants sont plus des ados, ça risque d'être un petit peu
moins adapté, ça c'est sûr. Ça dépend des domaines. Sur l'orthographe lexicale, je travaille avec Calimo CE1 avec des adultes. Donc en fait, parce que eux n'ont pas eu d'intuition pédagogique, intuition des stabilités orthographiques, et donc on utilise la page de droite en haut pour la régularité, voilà, et puis on réutilise les fichiers. En fait, là, c'est vraiment une histoire de domaine. Il faudrait qu'on détaille pour chaque domaine. Le décodage aussi pourrait être utilisé, le décodage CE1 ou aussi CP, hein, pourrait être utilisé pour tout niveau, parce que là, il n'y a pas vraiment, voilà, dans les univers de référence, c'est un peu différent. Il y a vraiment le texte de Cali qui donne la petite histoire, mais tous les exercices vraiment techniques. En fait, je pense que les démarches pourraient être, mais après, ça nécessiterait à l'enseignant de faire ce travail préparatoire, de prendre conscience des démarches et des stratégies en fait à enseigner aux élèves et d'adapter le support, je dirais, de texte ou de thème au public, mais tel que c'est très, enfin, moi j'émets une réserve. Voilà. Après, voilà, peut-être en orthographe ou en geste d'écriture, peut-être, ou en oral même. Hein. Il y a des choses, je pense, qui sont exploitables dessus. Oui, enfin, c'est pareil. L'oral, on peut le faire dans des classes plus petites et même pareil avec des adultes qui n'ont jamais travaillé les compétences de prise de parole et d'écoute vraiment liées à l'oral en tant que tel. Sur des CM2, ça passe impeccablement. Donc là, c'est vraiment une réponse qui dépend des domaines. Oui. Très bien. Allez, j'ai encore 2 questions, puis après peut-être qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des évaluations de fin de période prévues au CP? Alors, à chaque fin de période, il y a des révisions qui sont organisées. Il y en a même des révisions en fonction des périodes. Il y a une révision au milieu de période et une révision en fin de période. Là, c'est un peu comme l'histoire de la différenciation. Nous avions fait le choix de ne pas proposer d'évaluation, puisque alors après, je vous renvoie vers les conférences de consensus, notamment sur l'évaluation. Il y a différentes manières d'évaluer, et il y a des évaluations immédiates, il y a des évaluations sommatives, formatives, etc. Donc, on a fait ce choix de ne pas proposer d'évaluation, parce qu'on considère que encore une fois, c'est à mettre en œuvre en fonction de son groupe d'élèves et de sa classe. Voilà. Et puis, vous avez aussi en CP, là maintenant, pas mal d'évaluations nationales. Après, là, Sandrine, elle a fait une réponse sur le code. Par contre, sur les autres domaines, c'est pas forcément la même réponse. En oral, à chaque fois, comme vous faites une tâche finale en fin de période, on vous donne les critères qui vous permettent d'évaluer, si vous le souhaitez, soit entre pairs, soit avec par l'enseignante. Ensuite, sur le geste d'écriture, vous avez des évaluations au fur et à mesure dans l'année qui vous permettent d'évaluer ou le tracé des lettres ou la copie, l'efficacité de copie. Ensuite, Alors après, sur la production d'écrit, en fait, finalement, chaque production est en elle-même une évaluation, parce qu'on peut tout à fait évaluer chaque production. Donc, et au niveau du lexique, voir ce qui est réinvesti en termes de vocabulaire dans la production. Et en compréhension, alors là aussi, c'est un choix qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaluation qui est proposée parce que la recherche a montré que chaque texte que vous allez donner à un élève ne va pas donner les mêmes résultats en termes de compréhension. Ça dépend beaucoup du texte. Et pour qu'on ait des évaluations qui soient fiables en compréhension, il faut qu'elles soient étalonnées avec une cohorte d'élèves suffisamment importante pour en tirer une sorte de régularité de cohorte. Et là, vous l'avez sur un site qui s'appelle Roll Descartes, où en fait toutes les classes qui le souhaitent peuvent s'inscrire et vous avez les résultats au niveau national et ce sont des textes qui ont été étalonnés et qui ont été les évaluations ont été données à suffisamment d'élèves pour qu'on puisse considérer que les élèves, pour qu'on puisse évaluer en fait les élèves sur ces textes-là.
Donc là, on encourage en fait d'utiliser les 2 évaluations qui sont proposées sur ce site de façon complètement indépendante de la méthode, parce qu'il ne s'agirait pas là d'évaluer finalement la compréhension en termes sommatifs, la compréhension des textes qu'on vient de travailler. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. On peut le faire de façon plutôt formative, ça, c'est-à-dire que le fichier d'activité avec les questions qui sont posées vont vous permettre d'évaluer vos élèves sur la compréhension du passage qui vient d'être lu. Mais en termes d'évaluation sommative, ça fausserait trop les résultats, en fait. Voilà. Alors, tout comme la différenciation, on avait produit un article que vous retrouvez sur le site qui vous explique cette approche de l'évaluation en fonction des différents domaines de la méthode. Tout à fait. Allez, une dernière question de Muriel qui nous demande s'il y a des précisions pour le travail, c'est-à-dire les devoirs à faire à la maison, notamment pour la lecture. Alors, en compréhension, il n'y a pas de précision parce que là, c'est vraiment, je pense, c'est contextuel, les devoirs. Il y a certaines qui donnent énormément, même du travail écrit, alors que c'est interdit. Et puis, il y a certaines écoles qui n'en donnent presque pas. Moi, j'ai envie de dire que là, c'est vraiment l'enseignant qui devra faire son choix pédagogique en fonction de son contexte, en fonction aussi de ses élèves, parce que selon les élèves, on va pouvoir se permettre de donner le texte entier à relire à la maison, et pour d'autres, il faudra donner que quelques lignes. Et ça, c'est difficile à évaluer. Selon les classes, vous allez avoir des pratiques pédagogiques différentes. Donc nous, ce qu'on a apporté, c'est pour les devoirs, la question des devoirs, un petit encadré qui aide les parents, en particulier au CP, par rapport à cette question des devoirs. Mais en tout cas, dans la compréhension, puisqu'on parle de lecture, il n'y a pas de devoirs qui sont préconisés. Là, c'est vraiment une liberté à l'enseignant de choisir. Moi, ce que je préconise, c'est qu'il y ait vraiment de la lecture tous les soirs donnée aux élèves. Ça, c'est indispensable. Mais ça peut être le texte de compréhension, comme ça peut être un autre texte aussi, une lecture, par exemple sous forme de rallye-lecture, etc., et pas forcément le manuel. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait un texte de lecture qui soit donné, plus ou moins long. Ça, c'est une évidence aussi. Et pourquoi pas profiter du manuel de lecture pour donner cette lecture-là à la maison, plutôt que de trouver un autre support. Donc oui, mais on ne le précise pas de façon, c'est pas explicité. Voilà. En orthographe lexicale, on vous donne dans le CE1 ce qu'il y a à apprendre en fait, qu'est-ce qu'on a appris chaque journée, donc d'un jour sur l'autre, les petits mots à mémoriser, puisqu'on n'apprend pas les 8 mots de la semaine d'un coup. Voilà, en grammaire c'est pareil, mais il me semble que la question portait plus sur la lecture, de ce que j'ai compris. Surtout la lecture. Après, ce qu'on n'a pas précisé, par exemple, en CP sur le manuel, donc lecture-compréhension, le vert, il y a une progression. Donc, comme le disait Karine, il y a des petits encadrés d'accompagnement pour les parents sur échanger sur le sujet, faire lire. Il y a les QR codes, on en a parlé, pour réécouter le texte. Et il y a aussi un lien qui est fait avec la progression d'études des graphèmes. Donc, pour que l'élève, petit à petit, devienne autonome. Il y a un système de petites chouettes, en fait, où la chouette va au début, elle est accompagnée d'une chouette plus grande pour montrer qu'il faut qu'il écoute le texte ou qu'on lui raconte, qu'on lui lise, plutôt que raconter d'ailleurs. Et petit à petit, les mots qui sont décodables, entièrement décodables, deviennent en gras. On voit pas grand-chose, je crois. Il y a un curseur, en fait, qui permet de comprendre cette autonomie que va développer l'élève. Et vous voyez dans le texte, là, il y a des écrits, par exemple, Emma est en gris et vie est en noir. Ça veut dire que ça, le vie A, l'élève, il a étudié tous ces sons en décodage, il peut décoder. Alors bien sûr, il peut aussi décoder Emma en fonction du parcours de l'élève, mais ça, on l'a mis en lumière dans le manuel de lecture-compréhension pour que l'élève aussi prenne conscience de ses compétences et qu'il ne sépare pas les deux domaines. Parfois, les élèves ne font pas toujours de lien, donc c'est une manière supplémentaire. Et puis aussi pour accompagner les parents en disant, mais si ça, tu peux le lire, je sais que tu peux le lire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois, puis à tous les enseignants qui nous ont suivis pendant ce webinaire. Pour information, vous allez recevoir...
Vous allez recevoir un mail qui vous proposera de recevoir Calimo C, hein, uniquement Calimo C, hein, en spécimen. Donc, n'hésitez pas à répondre ainsi que donner votre adresse postale pour les recevoir. Merci encore une fois à toutes et à tous. Merci à Sandrine, Karine et Adeline. Merci à vous. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Tout à fait. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.